c'est un plaisir d'inviter Arnaud et de lui exprimer aussi ma frustration, car il est revenu, mais j'ai bien aimé son titre, l'Eldorado, parce qu'il est allé le chercher, et juste l'année où je venais à Robert Debré pour voir plus de vidéochirurgie thoracique. Et donc, à peine arrivé, Arnaud m'a annoncé qu'il allait rejoindre un peu les States pour de nombreux mois, et c'est de ça qu'il va nous parler. C'est peut-être moi qui devrais exprimer ma frustration d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité, en tout cas, à parler devant cette prestigieuse assemblée. C'est un sujet un peu léger par rapport à ce qu'on vient d'aborder avec le neuroblastome et les sujets de recherche qu'on a vus tout à l'heure. L'Amérique, est-ce que c'est toujours un Eldorado? L'Eldorado, si on prend sa définition, c'est le doré en espagnol, c'est une contrée mythique d'Amérique du Sud qui était supposée regorger les dorés. Vous savez bien que les conquistadors n'ont pas trouvé l'Eldorado puisqu'il était en Inde, en fait, et non pas en Amérique du Sud, mais ils ont arraché aux Incas et aux Chibchas des monceaux d'or. Alors, est-ce que j'y allais pour chercher de l'or? On va voir. Pourquoi les États-Unis tout d'abord? Et si on s'en réfère au référentiel, globalement, on se rend compte qu'en chirurgie pédiatrique, le grand tournant de la chirurgie pédiatrique a commencé autour des années 1935 avec la publication de ce journal, Abdominal Surgery of Infancy and Childhood, par William Ladd, donc décédé en 1967, c'est chirurgien du Boston Children's Hospital, et qui a clairement transformé du tout au tout les résultats qui avaient été publiés antérieurement, ou en tout cas rapportés antérieurement par nos pères et nos maîtres. Il s'est appuyé pour écrire ce livre de l'aide de Gross, qui est aussi un éminent chirurgien pédiatre. Et ce livre, effectivement, fait référence aux grandes pathologies pédiatriques chirurgicales, et en particulier au premier traitement des atrésies d'œsophage. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, les USA sont devenus un mythe, en tout cas du point de vue de la chirurgie pédiatrique. Est-ce que tout est parti de là? Je ne suis pas sûr, et M. Perrin sera là, bien sûr, pour en témoigner. On est tous là pour témoigner qu'effectivement, de grandes choses ont été faites également en France. Alors, la mobilité, c'est une directive du CNU. En tout cas, si on s'engage dans une carrière hospitalo-universitaire, elle se fait malheureusement pas toujours au bon moment, et elle n'est pas toujours en adéquation avec son activité. En particulier, c'est souvent une mobilité qui va se faire en recherche fondamentale, et qui va être le moment d'effectuer un master pour certains, et puis finalement peu ou pas d'activité clinique, et on en ressort de cette mobilité souvent un peu frustré parce qu'on n'a vu aucun patient, et on a travaillé pendant un an, certes, à l'étranger, certes, on a validé la mobilité demandée par CNU, mais finalement on n'en a ressorti aucune activité clinique et aucune expérience clinique positive, ou en tout cas qu'on pourrait éventuellement appliquer à son retour. Et puis surtout, elle n'est pas toujours compatible avec une vie de famille, en particulier quand on a des enfants, et moi la mobilité que j'ai vécue à Toronto, j'ai eu la chance d'avoir une activité purement clinique, ce n'était pas un poste de recherche, mais c'est vrai que les revenus ne sont pas souvent en adéquation avec une vie familiale et avec les enfants que vous allez être éventuellement amené à emmener avec vous lorsque vous faites cette mobilité. En revanche, la mobilité programmée, et c'est celle-là dont il s'agit, on peut la choisir, et on peut la choisir et la faire au bon moment, au bon endroit, et choisir effectivement, de par les relations que vous pouvez avoir outre-Atlantique ou en Europe ou en Angleterre ou ailleurs, vous pouvez choisir le bon endroit pour aller voir effectivement vos collègues travailler et voir comment ils travaillent et comment ils développent les choses, avec des objectifs qui seront bien sûr du coup en adéquation avec son activité. Et moi, mon activité, elle était essentiellement tournée vers la chirurgie digestive et thoracique, et en particulier parfois mini-invasive. Et donc j'avais pour objectif effectivement d'aller voir les gens qui font beaucoup de chirurgie mini-invasive, thoracique en particulier. Alors quand est-ce qu'il faut la faire? Clairement pas trop vieux, et je ne considère pas que je sois trop vieux, mais clairement pas trop jeune non plus, parce qu'il faut y aller avec une certaine expérience, avec sa propre expérience, et surtout être capable d'en ressortir avec une expérience un peu plus importante au vu de ce que vous aurez vu. À quel moment, à la phase de plateau, on peut définir ça comme ça, ou au moment où on se dit bon, je stagne, je ne progresse plus, je ne sais plus quoi faire pour essayer d'avancer un petit peu et faire des progrès dans mon activité. Et donc c'est peut-être le moment effectivement d'aller voir ailleurs et d'essayer de pousser un petit peu ce qu'on a déjà acquis. Et puis il faut être surtout, quand on va aux États-Unis, vous savez qu'il y a des équivalences à passer, et je ne les avais pas passées, et donc il faut être prêt à ne plus exercer d'activité clinique pendant plusieurs mois, et moi ça a duré 7 mois, où j'ai observé, simplement observé, posé des questions, mais surtout observé. Et donc effectivement il faut être prêt
a cessé son activité clinique pendant 7 mois. Je fais une petite parenthèse, vous le savez tous, je pense que cesser une activité clinique pendant plusieurs mois, j'ai 50 ans, je ne suis pas très vieux, mais ça fait du bien quand même, de s'arrêter un petit peu, d'arrêter les gardes et de regarder un petit peu ce qu'on a fait, jusqu'où on est arrivé, et puis de se dire, bon ben voilà, je me pose, et puis je serai en meilleure forme après pour reprendre. Alors comment on a la chance, quand on est nommé PUPH, d'avoir 3 mois autorisés de mobilité par période de 2 ans, qui sont non cumulables, et donc on peut les cumuler. Moi j'étais nommé depuis 7 ans, donc je n'ai pas pu cumuler, mais cumulable en 1 an complet au bout de 10 ans d'activité de PUPH. Donc moi, n'ayant pas été nommé depuis 10 ans, j'avais 7 ans de nomination, j'ai cumulé 6 mois de mobilité, et donc j'avais une rémunération complète de l'assistance publique et de la faculté. Alors effectivement, on en parlait tout à l'heure, elle est clairement en fonction des objectifs professionnels, et donc pour moi, c'était d'aller voir les leaders en chirurgie mini-invasive et thoracique, et dans son domaine d'activité, dans mon domaine d'activité, et puis bien sûr en fonction des objectifs familiaux. L'objectif ici, secondaire, on va dire, était que mes enfants finissent par parler anglais, et non pas finlandais forcément, et donc effectivement, l'anglais est plus répandu. Alors l'enrichissement professionnel, il est effectivement évident, du niveau de la chirurgie, avec on y voit des prises en charge qui sont totalement différentes, à la fois préopératoire, avec des enfants qui vont être admis les jours de l'admission, sans consultation d'anesthésie, le rêve pour les chirurgiens pédiatres et les chirurgiens. C'est-à-dire que les enfants viennent, n'ont jamais vu les anesthésistes, ne rencontrent les anesthésistes que juste avant de passer à la salle d'opération. Donc il n'y a pas d'annulation, ou quasiment pas. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Les parents sont vus, le consentement est signé immédiatement avant la chirurgie, et non pas parfois au cours d'une consultation qui a eu lieu 6 à 8 semaines avant la programmation de l'acte opératoire. Et on sait bien que les choses peuvent changer entre le moment où vous posez l'indication opératoire, le moment où vous demandez l'autorisation d'opérer aux parents, et puis 8 semaines après, quand l'enfant arrive au bloc opératoire, parfois les choses ont un peu changé, les parents ont changé d'avis, les parents se sont séparés, et donc ne sont plus d'accord forcément avec le geste que vous allez pouvoir réaliser. Ils sont informés des risques et des complications possibles, et effectivement l'information aux parents, elle est clairement définie par rapport à chez nous, avec notamment la remise d'un cahier qui comporte une dizaine de feuilles sur tous les risques que va comporter la chirurgie. Une dizaine de feuilles, vous vous rendez compte, nous, à Robert Debré, elle se limite à une seule feuille, et encore sur la feuille, il n'y a pas marqué risque d'abîmer les vaisseaux, risque de saignement, risque de décès, etc. Alors que là, tout est marqué sur un cahier qui comporte une dizaine de feuilles et que les parents auront, bien sûr, bien attentivement lu avant la chirurgie. En opératoire, c'est là que j'ai été un petit peu... c'est un peu l'Eldorado quand même, parce qu'ils ont du matériel, souvent en très bon état. La technique chirurgicale, elle n'est pas différente de la nôtre. Clairement, on n'a rien à envier au niveau technique chirurgical, et je remercie mes pairs de m'avoir formé en chirurgie, parce que je considère avoir reçu une très très bonne formation au niveau chirurgical. Et voilà, les États-Unis, ça n'apporte pas plus au niveau technique chirurgical. Mais en revanche, le matériel est souvent en très très bon état. Et puis en post-opératoire, finalement, il n'y a rien de novateur, et on parlait de l'hôpital de jour, du développement de la chirurgie ambulatoire, du développement de la réhabilitation améliorée ou accélérée après chirurgie, etc. C'est des choses qu'on fait au quotidien, nous, en France, ici. Pas par nécessité et pas par économie, comme le disait très bien forcément, mais réellement pour le patient et pour les parents. Et donc, eux, en post-opératoire, nous, on a des durées d'hospitalisation qui étaient parfois plus courtes que les leurs. Donc, rien de novateur, forcément, du point de vue de la prise en charge post-opératoire. Ils ont développé des modèles de simulation, et vous savez que maintenant, et on va y venir, il va falloir demander un certain nombre d'heures de simulation aux jeunes chirurgiens avant de pouvoir appliquer et avant de pouvoir faire une cholécystectomie chez un enfant, par exemple, au bloc opératoire. Et donc, ils ont développé un certain nombre de systèmes qui sont, à mon avis, très bien, avec, vous voyez ici, donc, des cages thoraciques réalisées avec des imprimantes 3D, sur lesquelles ils vont poser du latex qui va mimer la peau, et dans lequel ils poseront effectivement du matériel. Ici, c'était des atrésies de l'œsophage, donc réalisées sur du matériel de lapin, et donc on s'entraînait à faire des atrésies de l'œsophage sous thoracoscopie au cours de ce séminaire de chirurgie mini-invasive. Alors j'ai eu la chance de pouvoir visiter les 2 établissements, à la fois publics et privés. L'établissement privé ici, c'est donc l'établissement où travaille Steve Rothenberg, donc un très bel hôpital, vous voyez, très moderne. Il fait toujours très beau à Denver, donc ça c'est pas mal.
Et puis l'établissement public qui est aussi très très beau, c'est le Children's Colorado Hospital, où je travaille, où j'ai eu la chance d'aller voir travailler des grands noms de la chirurgie pédiatrique. Alors, comment fonctionnent les deux? Est-ce qu'il y a une concurrence? Il y a une vraie concurrence entre l'hôpital privé et l'hôpital public. Et on va dire, la concurrence, c'est pas plus mal, enfin moi je trouve en tout cas, parce que ça permet parfois de se surpasser et effectivement d'essayer de faire un petit peu mieux que le voisin, etc. Ils ont un même niveau d'équipement et l'équipement de l'hôpital public était au même niveau que l'équipement de l'hôpital privé, avec des colonnes de cellules toutes neuves, avec des écrans 4K, grande définition, haute définition, etc. Bien mieux qu'à l'assistance publique hôpitaux de Paris, il faut bien le dire. Au-delà de la chirurgie, on y voit des relations différentes avec les parents. On a vu le consentement éclairé avant la chirurgie, tout est dit. Je sais, j'ai pas deviné si c'était vraiment la crainte de la plainte et j'ai pas perçu une surpression du risque de procès verbal, etc. en cas d'erreur médicale, etc. En tout cas, pas plus que je peux le ressentir actuellement en France, et ce qui est en train en tout cas de grandir un petit peu en France. J'ai pas plus ressenti ça aux États-Unis. Mais il y a une vraie relation de confiance, une vraie reconnaissance de la fonction, et ça c'est quelque chose. Et quand vous avez des parents qui viennent vous voir, en tout cas aux États-Unis, qui viennent vous voir et qui vous disent merci, qui vous serrent la main, et puis bon, ils sont ils vous hug, etc. Mais il y a une vraie relation différente entre le médecin et les parents. Et il y a une vraie reconnaissance des parents. Les parents vous disent merci. Moi, il y a bien longtemps que tes parents m'ont pas dit merci. Donc voilà. Il y a une vraie relation aussi avec les laboratoires. Et moi, je trouve que les relations ici qu'on a en France, les laboratoires sont maintenant devenus, et c'est bien dommage, les représentants sont devenus tout simplement des commerçants. Ils vous vendent le matériel, ils s'en vont, et vous ne les revoyez pas. Si vous ne les rappelez pas, vous ne les revoyez pas au bout de 3 mois, 6 mois, sauf s'il y a un nouveau matériel qui sort, ils viendront bien sûr vous le présenter pour que vous puissiez l'acheter. Ici, les laboratoires sont omniprésents. Si vous avez une difficulté, un matériel qui tombe en panne, etc., le représentant est là dans la matinée, dans l'heure qui va suivre, pour essayer de voir et essayer d'analyser pourquoi il y a eu un souci, comment c'est possible, est-ce qu'on va pouvoir améliorer le matériel, etc. Donc il y a vraiment une relation permanente entre les laboratoires qui développent des nouveaux matériels, et le médecin et le chirurgien et des infirmières. Et donc ça, c'est une vraie interactivité qui, à mon avis, un vrai plus là-bas. Donc effectivement, il y a du matériel de pointe, c'est du 3 mm, c'est des instruments de Ligasure développés en 3 mm, c'est du 5 mm en instrument en agrafage mécanique, dont on ne dispose pas encore actuellement en France, ou en tout cas on en a disposé mais il ne fonctionne pas bien. Il y a du matériel de pointe effectivement ici avec, vous voyez, des écrans où on peut tout faire. Donc là effectivement il faisait une démonstration, mais c'est des écrans qui prennent place petit à petit au bloc opératoire et où vous allez pouvoir effectivement afficher à la fois le dossier du patient, à la fois ce qui se passe dans la visioconférence d'à côté, à la fois les radiologies et effectivement le scanner. Et donc cet écran, une fois intégré, il est donc intégré ici au bloc opératoire. Ici vous avez un écran, donc le chirurgien est en train de travailler. Vous pouvez y mettre effectivement l'imagerie ici, et donc qui va guider un petit peu votre geste chirurgical. Et vous voyez que cette salle d'opération, elle est totalement intégrée, avec la colonne de Célio ici, le grand écran ici, vous voyez sur la photo, il y a des écrans là, il y a des écrans partout globalement, et c'est toujours de la très bonne qualité en plus, et si ça s'abîme un peu, si c'est un peu vieux, les laboratoires sont là pour vous les changer. Là, il y a de l'argent, probablement. J'y ai fait des rencontres. Alors, effectivement, Steven Rothenberg, c'est vrai que c'est sympa d'aller faire un jacuzzi en plein hiver et au cœur des bois dans la neige. J'ai eu la chance de passer une quinzaine de jours avec Alberto Peña et Andrea Bischoff. Et donc, voilà, c'est des gens formidables, autant que des gens aussi célèbres que M. Pellerin, ou des choses comme ça, des enfants, des personnes comme ça. C'est des gens qu'il faut pouvoir rencontrer un jour dans sa vie. Surtout, ça permet d'agrandir son réseau en Europe et outre-Atlantique, et d'échanger ses connaissances, et surtout d'en faire profiter les plus jeunes. Et moi, j'ai pu envoyer effectivement une jeune chef faire un fellowship à Toronto, j'ai pu envoyer une jeune faire un master à Washington, parce que effectivement je connais Peter Kim, et puis là il y a une jeune qui part à Toronto à nouveau pour faire un nouveau master. Donc vous agrandissez votre réseau et vous en faites profiter les autres, et finalement, est-ce que c'est pas aussi ça la finalité de cette mobilité? J'ai pris du temps, c'est ce qu'on appelle un sabbatical year. Sabbat en hébreu ça veut dire ne rien faire. J'ai fait un peu quand même. Donc j'ai écrit, je suis revenu sur des articles que j'avais essayé de publier qui ne sont jamais passés. J'ai écrit des projets pour le service, j'ai lu, et puis j'ai réfléchi un petit peu.
Alors l'Eldorado, j'ai pas trouvé d'or. Mais je me suis clairement enrichi, que ce soit professionnellement ou familialement, et puis je me suis probablement apaisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et j'essaie de faire profiter tout le monde, et je vous remercie beaucoup. Arnaud, à titre personnel, merci beaucoup parce que tu as totalement guéri de frustration de ne pas avoir pu aller souvent avec toi au blog de Robert Debré. Mais surtout, tu donnes un exemple formidable, tu l'exprimes avec une richesse formidable, un enthousiasme. Cette mobilité, tout le monde n'a pas cette énergie que tu as eue, cette harmonie de ce temps de vie, cette volonté à 50 ans de faire ça. Moi, je suis édifié. Et puis, évidemment, aussi satisfait d'apprendre que dans nos institutions hospitalières si souvent décriées, c'est une possibilité réglementaire que tu as programmée, organisée, et qui ne peut être qu'encouragée. Et vraiment, ce que tu as fait, c'est pas sans doute promoteur, c'est excellent, mais il faut que ce message passe. Et alors, la place est pour vous pour quelques questions. Ce serait étrange qu'il n'y ait pas de questions, parce qu'il s'agit d'une communication non pas technique, mais humaniste, qui nous touche dans notre cœur de chirurgien volontaire pour progresser. Et je suis persuadé que ce capital que tu nous présentes et que tu as ramené, et qui est exceptionnel au niveau non seulement de tes ambitions, mais des résultats pour tous tes patients, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je suis content que tu viennes pour les exercices. Merci beaucoup. Je suis Paul Philippe, je viens de Luxembourg. Plus qu'une question, c'est un petit commentaire, puisque j'ai moi eu, dans des circonstances un peu différentes, la chance de vivre une expérience similaire. Moi, je suis belge et en Belgique, la chirurgie pédiatrique n'est pas spécialement bien développée, en particulier dans son apprentissage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'examen d'équivalence et de partir comme fellow, c'est-à-dire d'y apprendre la chirurgie pédiatrique pendant 2 ans. Moi, j'y étais comme les Américains, avec le salaire des collègues américains. Je suis parti avec mon épouse, 2 enfants, je suis revenu avec 4. Et j'ai pas travaillé. Enrichi, donc. Non, pas enrichi quand même. J'y ai découvert beaucoup de choses. L'hôpital de jour, eh bien, c'est en 1961 que la hernie inguinale de l'enfant a été inscrite sur la liste des interventions d'hôpital de jour et qu'il y avait toute une paperasserie à faire pour faire admettre un nourrisson avec une hernie inguinale à l'hôpital après sa cure de hernie. Donc, c'est un sujet que nous développons en Europe maintenant. Là, ils sont en avance de très longtemps. Quelque chose qui m'avait frappé aussi, c'est beaucoup de trucs comme des simplifications. Un drainage d'accès, là où nous faisons des léchages quotidiens à l'hôpital, où nous les renvoyons à la maison avec une infirmière à domicile, c'était souvent, madame, de l'eau, du savon, une bonne douche, tenez propre, ça va guérir. Je crois que l'impact financier de tout ça faisait partie de la motivation à ça. Et puis comme toi, j'ai trouvé que l'anatomie des petits Américains est la même que la nôtre, que les techniques opératoires sont les mêmes. Moi, j'avais eu une expérience complètement phénoménale. Je suis parti aux États-Unis en juillet 1989. Tom Love est revenu d'un congrès à Berlin en novembre 1989 et j'ai eu le bonheur d'être le premier à tenir une caméra lors d'une appendicectomie laparoscopique chez l'enfant aux États-Unis. Ce qui m'a permis d'être dans le développement, mais c'est complètement par hasard. Petite expérience personnelle, je suis parti à Memphis, probablement un centre beaucoup moins réputé que tant d'autres, mais un des programmes accrédités, tu sais qu'il y en a très peu, il y en avait à l'époque 21 ou 22 pour toute l'Amérique du Nord, où j'avais eu la chance d'être accepté comme fellow, au même titre que les Américains, avec ma garde un jour sur 3, un jour sur 2, parce qu'il y en a un qui a été viré les 2 années, et la même charge et la même responsabilité que ce qui est un volume de travail phénoménal et une expérience irremplaçable. Voilà le petit commentaire que je voulais faire sur mon expérience. Merci Paul.
Merci beaucoup, Paul. Le commentaire, fellow et observer. Les deux ont leur place. S'il n'y a pas d'autres questions après cette remarquable présentation d'Arnaud, je repasse le micro à toi.